Noël. Période de rassemblement familial, d'amour, de partage. Le temps où l'on se regroupe en famille un soir d'hiver autour d'un bon repas, on espère que la nuit passe en vitesse pour pouvoir se réveiller le lendemain et ouvrir nos cadeaux sous le sapin. Si je devais résumer mes réveillons avec ma famille au cours de ces 24 dernières années, je dirais que la plupart se sont déroulés à la perfection. Une grande famille, de la nourriture à n'en plus finir, et en attendant le lendemain, on allait tous se poser devant la télé pour regarder un bon film après avoir bien mangé. Et des films de Noël, il y en a un paquet. Parmi les plus célèbres, on peut citer Maman j'ai raté l'avion, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Le Pôle Express, Harry Potter à l'école des sorciers, bref, il existe une myriade de longs métrages sur le thème des fêtes de fin d'année qui vous permettront de finir la soirée en beauté. Pourtant, vous devez savoir que Noël ne se limite pas uniquement à des bonhommes de neige, des friandises dans des chaussettes, et un monsieur en surpoids qui par miracle arrive à descendre d'une cheminée pour bouffer des cookies. Non. Dans certains pays d'Europe centrale, le début du mois de décembre est célébré au cours d'une fête que l'on appelle la Krampusnacht, ou Nuit du Krampus pour les francophones. Dans les légendes populaires d'Europe centrale, et plus particulièrement en Allemagne, cette figure anthropomorphe mi-chèvre, mi-démon est l'anti-Saint-Nicolas, qui punit les enfants récalcitrants au moment de Noël. C'est ce dont nous allons parler dans la Spooky Tale d'aujourd'hui. Bienvenue dans Spook Factory, la chaîne dans laquelle se mêlent merveille et épouvante afin de créer des histoires uniques. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage au cœur de l'hiver pour découvrir l'histoire d'un jeune homme qui pendant cette période festive a été trop inconscient. Alors j'espère que vous avez été sage tout au long de l'année, car si ce n'est pas le cas, Krampus viendra vous chercher. Nous sommes la veille du 5 décembre, dans la commune d'Oberstdorf, en Bavière. L'ambiance magique des fêtes de fin d'année est au rendez-vous. Les décorations ornent les maisons, lampadaires et autres bâtiments de la petite commune, émerveillant les touristes qui s'empressent de prendre un tas de photos. Cette nuit-là, Eric Müller, un jeune globetrotter français ayant des origines allemandes, se balade avec ses amis dans la ville. Originaire d'Île-de-France, le groupe d'amis est venu passer la première semaine de décembre. Mais la véritable raison pour laquelle ils sont venus est pour célébrer la Krampusnacht, événement durant lequel des personnes déguisées en Krampus arborent les rues et effraient les passants. Eric et ses amis, constamment en recherche de sensations fortes et d'expériences insolites, sont excités à l'idée de se faire poursuivre par ces créatures mi-chèvres, mi-démons. Les grands-parents d'Eric ayant été des immigrés allemands et de fervents croyants de mythes et légendes, ils lui racontaient plusieurs fois à quel point cette célébration les effrayait quand ils étaient plus jeunes. C'est donc la véritable raison pour laquelle Eric est venu à Oberstdorf. Il s'intéresse à la légende de Krampus et à ses origines, ayant fait des recherches en amont et ayant découvert le lien étroit entre la région et l'entité mythique. Plus tard dans la soirée, Eric quitte l'Airbnb que ses amis et lui ont loué et se lance dans une virée nocturne. Muni d'un carnet contenant l'adresse d'un très ancien antiquaire de la ville, adresse qu'il a trouvée grâce à des heures de recherche à travers divers forums sur internet, il s'y rend. Arrivé sur place, Eric n'est pas étonné de voir que la petite ruelle dans laquelle se trouve la boutique est complètement vide. Pourtant, les autres rues et quartiers de la ville sont hautement visités. Un antiquaire devrait l'être autant, voire même plus, car il contient des vestiges du passé. Mais le jeune homme sait que la mystérieuse boutique ne contient pas d'ordinaires antiquités, mais d'anciens et obscurs artefacts. Et Eric, à la recherche d'un artefact en particulier, a découvert qu'il est dans la boutique en question. Seulement, il y a un problème. La boutique est fermée. La porte d'entrée est verrouillée à double tour. Mais Eric avait tout prévu et réussit à entrer par effraction depuis le toit. À peine est-il entré dans le hall qu'une atmosphère lugubre envahit la pièce. Celle-ci est peu éclairée, il n'y a pas d'électricité, seulement des bougies éparpillées dans l'ensemble de la boutique et qui illuminent faiblement les meubles, tableaux et autres objets. Eric avance au milieu de la pièce à la recherche d'une petite boîte noire sur laquelle sont inscrites des formules en runes. Après plusieurs minutes de recherches intensives, Eric finit par trouver la boîte. Lorsqu'il la prend dans ses mains, il sent une énergie purement malveillante émaner de l'objet. Un coup d'œil sur son téléphone, et il en a la confirmation. Eric venait de trouver la boîte qui retenait l'esprit du Krampus, créature démoniaque du folklore européen.
Eric venait de trouver la boîte qui renfermait Krampus, et celle-ci n'avait pas été déposée là par hasard. L'artefact remonte au Moyen-Âge, époque durant laquelle des entités comme Krampus ou même Saint-Nicolas étaient vénérées avec la plus grande des ferveurs. Cette dévotion de ses adeptes donna à Krampus assez de pouvoir pour ne plus s'en prendre uniquement aux enfants méchants, mais pour désormais attaquer et tuer toute personne qui avait le malheur de croiser son chemin. Ces adeptes pouvaient avoir n'importe quel profil, allant de prêtres à de simples fermiers, ou encore des seigneurs et des femmes au foyer. Tous invoquaient l'entité maléfique, ayant généralement les mêmes objectifs, le pouvoir ou la vengeance. Un roi qui cherchait à se débarrasser d'un royaume voisin pour agrandir son propre royaume, ou encore une femme jalouse qui cherchait à se venger de son mari infidèle. Tous n'avaient qu'à invoquer le Krampus, afin qu'en échange d'une profonde fidélité, celui-ci accomplisse les sales besognes qui lui ont été attribuées. Et plus il avait d'adeptes, plus son influence grandissait dans une partie de l'Europe, et plus les massacres et autres actes sordides se produisaient dans les régions où il était vénéré. La psychose s'empara alors du cœur de tout homme, femme et enfant qui avait conscience de l'existence du démon. La paranoïa s'installa, et partout en Europe, des chasses à l'homme arbitraires et extrêmement brutales s'organisaient, afin de dénicher les adeptes de Krampus. Beaucoup d'innocents périrent tragiquement au cours d'exécutions publiques, mais cette vénération intensive prit fin lorsque les Templiers, ayant conclu une alliance avec un ordre de druides, entamèrent une chasse contre chaque adepte à travers le continent. Ainsi le nombre de fidèles diminua, et le pouvoir et l'influence de Krampus s'affaiblit de plus en plus, jusqu'au jour où ces derniers réussirent à le capturer lors d'une invocation d'un de ces derniers adeptes. Incapables de le tuer, les druides réussirent à l'enfermer dans une boîte, ayant des sortilèges et incantations, et la boîte fut confiée à l'un des druides les plus puissants de l'ordre. D'origine bavaroise, ce dernier veilla sur la boîte pendant des années, et ses descendants firent de même au fil des âges. Avec le temps, le Krampus passa d'une entité malveillante surpuissante à un personnage fictif, destiné à effrayer les enfants et célébrer tous les 5 décembre. Mais malgré les efforts mis en œuvre pour les faire disparaître, il y avait encore là des personnes qui croyaient en son existence. Après de longues recherches, d'interminables heures passées à dénicher chaque indice, il l'a enfin trouvé. Un sentiment d'excitation s'empara d'Eric. Il contempla la boîte avec enthousiasme, conscient de la source de pouvoir qu'elle contient. Soudain, plusieurs voix se font entendre hors de la boutique. Ce sont les autorités locales qui viennent faire une ronde dans la ruelle où se trouve l'antiquaire. Pris de panique, il s'échappe en vitesse et retourne à son appartement. Arrivé sur place, il présente le mystérieux objet à ses amis. Ces derniers, intrigués, lui demandent où il a trouvé la boîte. Eric leur ment en disant qu'il l'avait achetée à l'antiquaire. Ses amis lui demandent ce qu'il a l'intention d'en faire. Et Eric, arborant un petit sourire, leur répond qu'ils le sauront le moment venu. Ses amis ont du mal à le reconnaître. Quelque chose avait changé chez lui depuis qu'il s'est emparé de cette boîte. Son comportement est de plus en plus étrange, de plus en plus inquiétant, comme si la boîte avait une influence sur lui. Eric monte se coucher. La boîte posée sur sa table de chevet, il la contemple longuement, observant chaque symbole qui y est inscrit. Il s'endort, et cette nuit-là, son sommeil est rempli de cauchemars. Il perçoit des images d'environnements dévastés, de villes en ruines, de montagnes de cadavres calcinés ou horriblement mutilés. Il entend des cris de douleur, des pleurs, mais également des rires. Et au sommet de ces tas de corps, il voit des silhouettes de démons. Ceux-ci dansent allègrement, leurs yeux jaunes brillant dans l'obscurité. Ces derniers, arborant un sourire malveillant, tout en faisant subir à des hommes, femmes et enfants des tortures atroces et autres actes sordides. Il ressent le désespoir et la souffrance de ces personnes. Puis, au milieu de tout ce chaos infernal, une silhouette, plus imposante que les autres, se fait de plus en plus distinguer. Plus la silhouette se rapproche, plus son apparence se révèle. Eric, toujours dans son rêve, reconnaît alors le Krampus. Son apparence est fidèle à sa description dans les contes et légendes. Une créature grande et robuste, à moitié homme, à moitié chèvre, de longues cornes hantent sa tête, et il a des yeux rouges, d'un rouge écarlate, ainsi qu'une langue fourchue. Se tenant devant Eric, il lui tend la boîte dans laquelle son esprit est enfermé. Le jeune homme ne peut s'empêcher de la saisir, comme si sa volonté l'y obligeait. D'une voix grave, le démon lui exige d'ouvrir la boîte. Encore une fois, Eric ne peut s'en empêcher.
Il récite des paroles dans une langue inconnue. La boîte se met alors à briller vivement, et le Krampus, satisfait, se met alors à rire hystériquement, et d'un coup de griffe, lacère violemment le visage du jeune homme. Eric se réveille en sursaut, tenant la boîte dans ses mains, mais elle n'a pas été ouverte que dans son rêve. La boîte venait d'être ouverte, et tout de suite, l'atmosphère changea dans l'air. Un profond sentiment d'anxiété s'empare alors d'Eric, qui très vite réalise qu'il n'est pas tout seul dans la chambre. À côté d'une lampe allumée, il observe le fond de la pièce et voit une ombre. Celle-ci est anormalement grande, et deux cornes se mettent à pousser sur sa tête. Soudain, elle grandit et envahit la moitié de la chambre. Eric, pétrifié par la peur, reste cloué dans son lit, incapable de bouger. L'ombre se rapproche lentement de lui, et plus elle se rapproche, plus un visage se fait distinguer. Il s'agit bel et bien du démon Krampus, qu'Eric a à présent libéré dans le monde des humains. Toujours incapable de bouger, Eric est forcé de regarder cet effrayant visage, cette manifestation physique de pure malveillance, aux yeux jaunâtres luisant dans les ténèbres. La bête esquisse un long sourire, laissant apparaître une langue pointue, puis une rangée de dents acérées. Le démon se met alors à parler, exigeant à Eric la raison qui l'a poussé à venir à lui. Eric reprend alors ses esprits et répond qu'il a toujours cru en l'existence du Krampus. Conscient de son pouvoir, il savait que cette entité pouvait réaliser n'importe lequel de ses souhaits, mais il en connaissait également le prix, ce que Krampus ne manqua pas de lui rappeler. Eric lui révèle alors la raison pour laquelle il l'a invoqué. Cette raison, c'est la jalousie. Profondément jaloux de la relation amoureuse entre deux de ses meilleurs amis. Alors convaincu que le monstre l'aidera, en remerciement pour l'avoir libéré, Eric demande à Krampus de causer la mort de son ami, afin qu'il prenne sa place. Mais la maléfique créature avait d'autres desseins, maintenant qu'elle était libre. Krampus saisit Eric par le cou. Celui-ci tente d'hurler à l'aide et de se débattre, mais la force surhumaine du monstre l'empêche de sortir un seul son de sa bouche. Il ouvre alors sa gueule, et l'énorme rangée de crocs fut la dernière vision qu'Eric eut de son vivant, avant que Krampus, d'une seule morsure, ne lui arrache la tête, laissant le reste de son corps étendu dans une mare de sang. Cet acte d'une brutalité sans nom lui permet de retrouver une parcelle de son pouvoir. Il dévore alors le reste du corps d'Eric, avec la plus grande barbarie, gagnant de plus en plus en énergie. Les amis du jeune homme, soucieux du comportement qu'il affichait plus tôt dans la soirée, montent alors dans sa chambre pour vérifier si ce dernier va mieux. Là, ils découvrent avec horreur un spectacle sanglant, un affreux carnage qui les laisse alors dans le plus grand des désespoirs. Du sang répandu sur l'ensemble de la chambre, la boîte détruite, et le corps d'Eric qui n'est plus qu'un tas de viande humaine déchiquetée, éparpillée sur le sol. Ses amis remarquent des empreintes de sabots sur le sol, empreintes qui mènent à sa fenêtre. Celle-ci est entièrement ouverte. Ils comprennent vite que quelque chose l'a attaqué et est désormais dans la nature. Il est désormais dehors, dans le monde des humains. Emprisonné pendant des siècles, ce démon ancestral a longtemps attendu qu'un humain inconscient ait la stupidité de le libérer. Il peut désormais répandre toute la haine et la rancœur qu'il a accumulée au fil des siècles. Ayant passé la nuit à errer dans les rues de Bernstorff sous la forme d'un humain, il observe le nouveau monde dans lequel il s'était réveillé. Monde rempli de modernité, de nouvelles technologies et d'un abandon des anciens cultes au profit de celui des machines. Il observe les humains riant et jouant et sans leur allégresse. Tout ceci le répugne. Ces humains qui autrefois le craignaient et lui donnaient du pouvoir l'ont désormais délaissé, lui ainsi que tous ses semblables. La colère s'empare alors de lui. Au même moment, en face de la rue sur laquelle il se trouve, il aperçoit un homme. Celui-ci porte un masque dans ses bras, un masque qui lui ressemble vaguement, comme une sorte de représentation satirique, mais bien loin de la véritable apparence monstrueuse et malsaine de la créature. Cette fois, c'en est trop pour lui. Mais cependant, il comprend que même si son culte a été tourné en une sorte de célébration, il n'a pourtant pas été oublié. Il voit alors là l'occasion de se venger. La Krampusnacht ne serait désormais plus qu'une simple fête.
Le 5 décembre est désormais là, et Krampus compte bien en profiter pour réinstaurer sa puissance. La nuit tombée, la célébration bat son plein. Dans le centre-ville, une grande rue a été aménagée pour accueillir une parade. Toute la ville est rassemblée pour voir les comédiens déguisés en Krampus dévaler pour effrayer les passants. Ils ne se doutent en rien qu'une menace les guette, plus proche que jamais, et prête à attaquer. La parade a alors lieu, et les premiers comédiens déguisés s'empressent de courir dans la foule qui se disperse immédiatement. L'amusement est à son paroxysme. Pourtant, un des performeurs ne semble pas se prêter au jeu. Immobile au milieu de la route pendant que le reste de la troupe avance, un jeune garçon le remarque, et agacé, celui-ci lui jette sa boîte de friandises. Il avance alors vers le garçon, qui semble ne pas le craindre, ne détournant pas le regard, et scandant des insultes à son égard. Ce petit garnement insolent ne se doute pas une seconde qu'il se trouve en face du véritable Krampus, dont la tâche originelle est de punir les enfants qui ne sont pas sages. Un sourire esquisse son visage, laissant apparaître son innombrable rangée de crocs acérés. Le petit garçon réalise qu'il ne s'agit pas d'un comédien dans un costume, mais malheureusement, il est trop tard. Plusieurs cris se font entendre, se font retentir au loin, ce qui attire l'attention des policiers chargés de surveiller la parade. Ils se dirigent vers la zone d'où viennent les hurlements. Ils ne s'attendaient pas à voir l'horreur qui se trouve devant leurs yeux. Krampus, se tenant au milieu de la foule en panique, la gueule complètement maculée du sang de sa victime, avalant goulûment les derniers restes de l'enfant qu'il venait d'attraper. Sans réfléchir, les policiers ouvrent le feu sur la créature. Ils poussent alors un énorme hurlement qui résonne comme une onde de choc, projetant dans les airs tout ce qui se trouve aux alentours. La panique et la peur règnent. Krampus le sent, il le voit, et excité par tout ce chaos, il gagne en pouvoir, retrouvant sa puissance d'antan. Au-dessus du sol, il s'élève, il étend ses griffes, transperçant une multitude de personnes sur leur passage. Instantanément, ces derniers se mettent à changer. Leurs dents se mettent à s'aiguiser, leurs yeux prennent une couleur jaunâtre, leurs doigts et leurs ongles se mettent à pousser. Leur peau se couvre d'un pelage noir. Ces pauvres âmes, touchées par le mal, n'ont désormais plus rien d'humain, mais à la place sont devenues des bêtes au service du monstre. Sans perdre un instant, eux aussi se dispersent dans la ville, dévorant, déchiquetant sauvagement chaque personne sur leur chemin. Krampus lève les yeux vers le ciel. Celui-ci change de couleur, devenant rougeâtre et orageux. Il l'a fait. Il a ramené l'enfer sur terre. Il a de nouveau atteint le pic de sa puissance, et cela pas uniquement en Allemagne. Partout en Europe, ses fidèles sortent de l'ombre pour acclamer le retour de leur maître. L'ombre du mal se répand sur l'ensemble du continent, tel un vent nauséabond et destructeur, apportant avec lui folie, maladie, malédiction et mort. En Écosse, des monstres marins émergent du fond du Loch Ness et engloutissent les bateaux. En France, des cadavres marchands sont aperçus dans les catacombes de Paris. Ils réussissent à sortir et attaquent les passants. Méditerranée, de violentes tempêtes marines viennent ravager les côtes de la Grèce, tuant plus de la moitié de la population. Des fantômes des siècles passés viennent couvrir le ciel de la Suède, créant un voile macabre sur l'ensemble du pays. Partout règne le chaos et la destruction. Les prêtres du culte de Krampus se voient accorder des capacités surnaturelles en échange de sacrifices. Ainsi, de nombreux sacrifices sur les places publiques ont lieu. Comme en temps, d'innocentes vies massacrées à la gloire de ce dernier lui donnent de plus en plus de pouvoir. Ayant élu domicile dans une montagne, Krampus y construit sa forteresse et y accueille ses fidèles, ainsi que les humains corrompus par son pouvoir. Il l'a fait, ayant voulu atteindre cet objectif pendant des siècles. Il l'a enfin atteint. Aux yeux de ses fidèles, il est désormais devenu un dieu, prêt à répandre son influence sur le monde. Mais les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Au fil du temps, une résistance s'est mise en place. Les gouvernements européens conclurent une alliance afin d'exterminer le mal une bonne fois pour toutes. Grâce aux textes anciens, les historiens et archéologues trouvèrent les artefacts servant non plus uniquement à entraver Krampus, mais à le détruire une bonne fois pour toutes. Cette alliance permit aux plus grands savants de chaque pays de se réunir afin de développer de nouvelles armes efficaces contre les monstres. L'ordre des druides a été instauré de nouveau. Dirigés par les descendants du premier ordre, seuls eux ont la capacité de manipuler les artefacts magiques. Ainsi, la guerre éclata. Elle fit de nombreux morts, mais se résolut par la victoire des humains,
qui détruisirent Krampus, ses fidèles et ses armées, et ôtèrent le voile du mal qui menaçait de recouvrir l'entièreté du monde connu. Il fallait alors tout reconstruire et repartir à zéro. Désormais conscient de l'existence des entités surnaturelles, l'ordre des druides fut maintenu, afin de prévenir les gouvernements d'une quelconque menace. L'humanité pouvait alors reprendre son cours, prendre un nouveau départ, désormais plus consciente que jamais du monde qui l'entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire et à vous abonner si celle-ci vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Spooky Tale.